Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec M. Léon Moutou, que vous connaissez, que vous aimez bien. Avec lui, on va essayer de parler avec lui. Il est de l'UDPS des fondamentaux, en même temps conseil de sage au niveau de CNRC, au niveau des résistants. Bonjour monsieur Léon Moutou. Bonjour pasteur Bobo. Comment vous portez? Je me porte bien, mais dans l'espace d'une semaine, nous nous retrouvons encore. On se retrouve encore sur des bancs de beaucoup aussi. On se retrouve encore, monsieur Léon Moutou, l'homme que vous avez combattu aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Quand Tshisekedi a commencé avec le 13, vous étiez où? Dire que j'ai combattu à côté de Tshisekedi Mulumba, c'est normal. J'ai travaillé avec Étienne Tshisekedi Mulumba. Le combat a été mené par plusieurs, donc à la création de l'UDPS. C'était au complet avec les fondateurs de l'UDPS, qui n'étaient pas 13. Il y a une petite distinction que vous devriez toujours mettre, c'est le parti a été créé par plusieurs fondateurs. Si ma mémoire ne me trahit pas, vous pouvez à cette époque-là s'estimer à 19. Tandis que les 13 parlementaires, c'était pour la lettre ouverte adressée à Mobutu au Parlement, donc à l'Assemblée nationale de l'époque. Les gens ont toujours tendance à dire que l'UDPS c'est l'affaire des 13 parlementaires. Non, il y a eu des extra-parlementaires qui ont rejoint, qui se sont rejoints à eux pour former le parti qu'on a appelé l'UDPS. Et vous étiez parmi les 19? Nous sommes les premiers combattants qui n'étaient pas cooptés comme les fondateurs, mais qui étaient cooptés comme les cofondateurs, puisque nous étions là quand le parti est créé, le 15 février 1982. Donc, les fondateurs avaient leur statut à part, puisque les premiers textes qui sortaient voulaient que les fondateurs soient des hommes politiques en vue de cette époque-là. Tandis que les cofondateurs, c'était des cadres qui ont rejoint vite le parti créé, qui avait une mission. Puisque dans les premiers textes, on disait que les fondateurs agissent sur la table, tandis que les cofondateurs et les pionniers en dessous de la table, pour que la lutte puisse porter sur la longueur. Le 15 février 1982, quel poste vous étiez qui au sein du parti? Il n'y avait pas de structure à cette époque-là. Le parti est créé le 15 février. La première structure qu'on a mis en place, c'était le collège des fondateurs, donc, qui était censé regrouper que les fondateurs. Donc, ils sont mués en un collège. Donc, c'est tout début, hein, ce n'est pas le jour où le parti naît que les structures se mettent en place. Non, les structures sont venues plus tard. Mais pendant ce temps-là, nous avons joué un rôle très important de relais. Donc nous étions des répondants, puisque une fois le parti créé, une fois on les a arrêtés. Alors, nous qui étions là comme des cofondateurs, nous avions continué à dispenser l'idéal pour lequel le parti a été créé. Quelle est votre vision, la vision à vous de l'UDPS? Comment voyez-vous à l'époque et aujourd'hui, comment, si c'était vous le responsable numéro 1 de l'UDPS, bon, de l'UDPS en général, si c'était vous, comment voyez-vous, c'est quoi la vision, c'est quoi l'UDPS? L'UDPS a été créé avec intelligence, dans la sueur de sang, de beaucoup de sacrifices. Dire que la vision que nous avions pour cette lutte, c'était une lutte nationale. Ce n'était pas, le premier objectif que nous avions, c'est de faire adhérer la majorité de notre peuple qui, traumatisé par autant d'années de dictature de Mobutu,
ne croyait pas qu'il y aurait dans le pays, et au Zaïre, même à l'époque, des gens qui peuvent se soulever pour dire non aux pensées de Mobutu. Vous savez, la définition était simple du moboutisme. Les pensées, les réactions, les actes du guide. Mais nous avions porté un grand défi à cette époque-là pour dire, à partir de maintenant, il y a un deuxième parti qui va à l'encontre de la pensée unique. Voilà en bref l'idéal pour lequel nous nous sommes mis en œuvre avec les pères fondateurs, c'est de démystifier d'abord la dictature de M. Mobutu. On vous a vu avec Martin Fayulu, je suis resté avec Maman, avec je sais pas que ça vous allez donner un message ou discuter avec Fayulu. Si aujourd'hui, soit Félix Tshisekedi, Tshilombo Antoine, sera à Bruxelles d'ici là, d'ici peu. Si il vous arrive de nous rencontrer comme vous avez fait avec Martin Fayulu, quel message allez-vous dire à Félix? Martin Fayulu n'est pas à confondre avec Félix. Martin Fayulu a tendu la main à la diaspora politique organisée, dont maman Justine Mpoyo Kassavubu représentait cette diaspora. Et maman Justine a pensé au CNRC que nous représentons ici à l'extérieur aussi, parce que c'est toujours dans la diaspora organisée pratiquement. C'est ainsi que nous sommes allés ensemble pour rencontrer M. Martin Fayulu à l'hôtel où il nous avait conviés. Eh bien, notre message n'était pas tendre avec lui. Nous sommes allés pour rappeler à M. Fayulu, voilà, vous venez vers la diaspora, mais vous ne tenez pas compte des propositions de la diaspora. Vous lance quand vous êtes sur le terrain pour comprendre que on ne peut pas abuser de notre peuple tout le temps. Comme il y a un proverbe qui dit « Usez, n'abusez pas ». Nous trouvons que la classe politique qui est sur le terrain, dont les Fayulu, les Tshilombo, tout le monde commence à user. Je répète, user, mais n'abusez pas. Ils abusent maintenant de la confiance de notre peuple, puisque le peuple ne se retrouve plus. Nous, en allant vers lui, nous avions apporté un message pour lui faire des remarques. Voilà, nous avions dit à cette époque-là, on ne peut pas mettre la main dans l'Ibéraya Zoba Malamisato Mine. Une fois, ça suffit, 2 fois peut-être. Mais 3 fois, c'est déjà exagéré. 2006, il y a eu toujours les fameuses élections imposées. 2011, toujours les mêmes élections imposées par l'extérieur. Et 2018, vous répétez la même chose. Et maintenant, vous venez vers la diaspora pour qu'on puisse vous dire quoi. Nous avions tout dit, nous vous avions prévenu, n'y allez pas, puisque ça va donner toujours le même résultat. Vous n'avez pas compris, et vous venez maintenant vers nous. Nous ne trouvons pas qu'est-ce qu'il faut vous dire pour le moment. Nous sommes maintenant sur une autre voie. Notre voie, c'est d'aider ce peuple-là à se soulever. Un point trait. Tout ce que vous êtes en train de faire là, gardez pour vous, mais nous ne pouvons pas venir vous rejoindre dans vos turbulences là-bas. Mais si vous pouvez venir nous rejoindre dans cette résistance, ça ne ferait qu'une valeur ajoutée. Parlons de Martin Fayulu. Martin Fayulu qui rentre au Congo, après votre rencontre, il rentre au Congo, il fait des belles foules, mais aujourd'hui, c'est comme si il n'a rien dit, mais maintenant c'est la dynamique, vérité des zones. Martin Fayulu ne parle pas beaucoup de l'Amouka. Quand vous écoutez ces choses, quand vous voyez ces choses, c'était prévisible, vous dites quoi? Maintenant c'est beaucoup plus la dynamique vérité des zones. Oui. L'embellie que nous vivons aujourd'hui est due à notre sagesse. Cette lutte que nous menons pour qu'il y ait un changement véritable dans notre pays, Pasteur Bobo, doit être une lutte
donc un état d'esprit. Nous ne pouvons pas juger Martin Fayulu ou juger quiconque qui est sur le terrain, parce que tu sais leur langage, nos confrères de lutte, vous êtes à 8000 km. Donc, moi, ça me chagrine. Toutefois, quand ça me donne un peu, je dis, mais ces gens, ils se prennent les premiers à lutter, ils nous apprennent comment lutter, même si on est même à 10 000 km, même sur la Lune. Donc, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Je n'aime pas trop juger nos confrères là. Ils ont leur manière de penser, ils ont leur état d'esprit de cette lutte, nous avons le nôtre. Mais nous défendons tous la même chose. Mais pouvons-nous les qualifier, comme les autres disent, des gens qui jouent au collabo, ou je ne sais pas. Ce n'est pas mon fort. Moi, je ne suis pas de cet acabit-là. J'aime bien respecter nos confrères qui luttent sur le terrain, mais qui minimisent notre lutte. C'est là où ça me chagrine beaucoup. Et nous voyons des gens qui sont venus ici en Europe pour manger les pommes. Ils disent, mangez vos pommes là-bas, vous faites du bruit. Mais c'est grâce à nous que ce pays-là, jusqu'à présent, n'est pas parti. C'est grâce à cette lutte qu'on mène encore les têtes pensantes, comme les M. Laurent Gwanda, comme les Ondombo, comme les professeurs Mfonkol Thioyi, comme les Jean-Pierre Mbelou. Je peux les citer non, de maman Justine Kassavoubou. Je connais beaucoup les coordonnateurs Paul Kaoubou Tomba. C'est une lutte de chaque jour. On conjugue les efforts pour que nous ayons un même discours qui porte sur le terrain. Mais si eux, cette classe politique, dont nous citons quelques têtes qui sont sur le terrain, ne parviennent pas à saisir le bien fondé de notre lutte ici à l'extérieur, de notre peuple, commence à nous comprendre et commence à nous considérer. Puisque si cette diaspora qui alimente un peu le système sur le terrain, en envoyant chacun dans sa famille ce qu'ils peuvent par le dur labeur que nos compatriotes mènent ici en Europe, on ne nous parlerait pas de ce pays-là depuis très longtemps. Mais il se peut que nous essayerons peut-être de vraiment faire comprendre à nos compatriotes de bloquer un peu ces envois-là de l'argent dans nos familles. Comme ce n'est pas une punition, mais pour montrer à la face du monde que le peuple-là va se soulever dès que nous allons couper l'aide que nous, diaspora, nous essayons d'aider dans nos familles proprement dites et pas pour l'intérêt national. Mais si nous demanderons à tous nos compatriotes qui intériorisent cette lutte comme nous disons que c'est un état d'esprit, d'arrêter, ne fût-ce que 2 mois, on n'envoie rien à toutes nos familles là-bas, s'ils grèvent, qu'ils grèvent. Alors, nous arriverons au but que nous voulons atteindre du soulèvement populaire. Si on pourrait dire, appeler la guerre entre la diaspora et les Congolais restés au pays, qui tire les ficelles? C'est pour quelle finalité? Les gens du pays disent que vous, la diasporie, c'est vraiment, ils ont vu de toutes les couleurs. Les gens de la diaspora aussi, c'est nous qui, les vrais combattants, c'est nous qui combattons les combats. Le vrai combat c'est ici, et ils disent que le vrai combat c'est là-bas. Qui tire les ficelles et comment y remédier? L'occupant qui est sur le terrain, qui a déjà mis la plupart de nos compatriotes dans sa poche, en les miroitant toujours la mangeoire, puisque la mangeoire là appartient à la Kabylie. Ce n'est pas une mangeoire du peuple congolais, puisque le peuple est abandonné. Mais l'élite qui pouvait être l'âme de ce peuple-là lutte avec un objectif d'aller à la mangeoire. Nous vivons ça actuellement. Donc, demander les tireurs de ficelles, ils sont multiples. Que ce soit ici à l'extérieur, dans les pays où nous vivons ici. Vous les voyez. Hein? Ils crient avec nous quand la majorité du peuple crie. On dit, ah, il y a eu fraude, il y a eu ceci, les élections étaient très mal organisées. Là, ils emboîtent le pas pour nous montrer qu'ils sont avec le peuple. Mais nous veillons au grain.
Et c'est toutes les capitales ici. Non, 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 il y a eu beaucoup de fraudes. À un certain moment, ça devient notre problème, à nous les Congolais. Tous ceux qui criaient fraude commencent à s'en habituer. Ils demandent au peuple de s'habituer aux fraudes. Ils l'ont fait en 2006, ils l'ont fait en 2011. Toujours eux, ils crient avec l'opinion populaire nationale que voilà, les élections ont été mal faites. Mais en coulisses, les tireurs de ficelle, comme vous demandez, c'est toujours eux qui appellent les uns et les autres là-bas. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de dérapages, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Hein. On peut toujours s'en habituer. Vous avez entendu la phrase magique qui est sortie des bouches de ceux qui se disent diriger le Congo, Bakome Sanakaka. C'est déjà l'insulte à notre peuple, Bakome Sanakaka, la misère. Donc quand ils vont faire leur deal, ils se changent avec l'occupant pour dire, vous restez là où vous êtes, ne bougez pas. Nous connaissons ce peuple-là. Comme vous êtes là, donnez-nous ce que nous vous demandons, nous allons nous occuper de ce peuple-là et nous vous ferons absolument rien. Ça, c'est le langage de nos politiciens là-bas au pays. Donc, Bakome Sana, comme vous dites si bien, Bakome Sana, leur slogan, aujourd'hui avec des scandales, on parle de peu de scandales qui défraient la chronique politique, l'affaire du Bas-Congo, vice-gouverneur avec maman ou madame Mimi. Vous êtes doyen dans la politique, vous avez vu de toutes les couleurs. Quand vous voyez les images, vous dites quoi? Montage, manipulation, qui est derrière? Quelles sont les vérités? C'est où? Que se cache-t-il? Ou qui se cache-t-il? Les jeunes sont scandalisés, mais vous, comme doyen de la politique, vous dites quoi? C'est une distraction. C'est une distraction, pasteur Bobo. Nous ne pouvons pas descendre au niveau des caniveaux pour aller faire cette voyougracie qui gouverne chez nous. Ça vous étonne? C'est la première fois qu'on voit des scènes pareilles. Je vous rafraîchirai la mémoire. Il y a eu un soi-disant ministre qui se masturbait au bureau. C'est grave. Nous sommes dans une république bananière. Donc on ne peut pas descendre si bas pour aller dire, dépenser notre énergie à analyser une situation qui est habituelle dans le pays où l'occupant peut jouer avec nos compatriotes comme on joue, c'est le ping-pong. Donc je n'ai pas le temps à perdre sur... C'est un cas qui ne m'intéresse pas et qui ne peut pas même intéresser les combattants ou les résistants pour perdre leur temps à dire non. On ne sait pas ce qui nous réserve demain. Ce que vous avez vu là, ça peut être un début de beaucoup de choses aussi. Et pourtant, ça se passe dans votre pays, ton pays, le Congo. Oui, le Congo, mon pays, je ne le reconnais pas avec ces gens-là. Ça, ce n'est pas mon pays. Actuellement, nous luttons pour qu'il y ait quand même un Congo dans lequel nous avions chanté, nous avions grandi. Je me rappelle bien, à fleur de mon âge, à l'école primaire, on avait une chanson sur le Congo. Et si je me rappellerai encore cet hymne-là, on venait de faire notre corvée à l'école primaire, mais les instituteurs de cette époque-là nous faisaient chanter l'amour du Congo. Et je me rappelle, on chantait « Oh tout pays, mon Congo, pays où je suis né, un bon matin. Oh tout pays, mon Congo, pays où j'ai grandi, en souriant. C'est mon pays si doux que j'aimais plus que tout et que j'estimerai toujours partout. » Pasteur Bobo, je fais chanter à mes enfants. Je les fais vivre ce que nous on pensait de ce Congo. Mais ce n'est pas comparé avec ce que vous voyez là pour qu'on puisse venir. Non, nous voulons que le jour où Zambia Pongatulendo, Videmuru Maweja Nanila, Mungu Amile na Milele, Zakomba, Zapa, Mungali,
Le jour où il va nous rappeler dans son royaume, qu'on puisse laisser, léguer quand même à ce pays-là ce que nous avions vécu dans notre jeunesse. Ce n'est pas ça. Ce que nous vivons, c'est abject. Ce que nous vivons, c'est absurde. Ce que nous vivons, c'est condamnable. Je ne reconnais pas mon pays. Avec tous ces voyous-là qui semblent nous dire qu'ils nous dirigent, je ne les reconnais pas. Donc ne perdons pas notre temps avec des analyses sur des bavures, sur des conneries. Qu'avez-vous vécu? Ça nous intéresse. Vous dites que ces chants-là, vous le faites chanter à vos enfants. Vous avez vécu des choses extraordinaires, votre génération. Vous avez vécu des choses, mais des générations qui sont arrivées avec vous, nous on n'a pas vécu ces choses. Qu'avez-vous vécu, Monsieur Léon Toutou, Papa Léon Toutou? Qu'avez-vous vécu? Pasteur Bobo. On a connu quand même un petit bonheur, je peux le dire. Nous avions connu le colonialisme. Nous avions étudié, faire nos bases de nos études avec les colons. Mais non, ce n'est pas à comparer. Ils étaient vraiment tout ce qu'on peut dire de mal d'eux, mais peut-être nos parents, nos grands-parents ont vécu les chicottes, tout ce qu'on a. Mais nous, notre génération, je vous dirais que je suis de la série 4. Je suis né en 1946. Mais c'était 46. J'ai fait mes études primaires dans un petit collège de père de Scott, très fièrement, où à la Fourmilière, où mon père a exercé son métier d'instituteur, on avait tout dans notre maison. On avait un vélo, papa se déplaçait pour aller donner cours, ce n'était pas loin de la mission, avec son vélo. Dans la maison, on avait une radio où nous pouvions écouter peut-être. J'étais amoureux des dictées. Il y avait à l'école Ville un professeur qui donnait des dictées chaque samedi, comme aujourd'hui ici. Le soir, je me préparais pour passer mes dictées. Ça venait sur les ondes. À la radio? À la radio. Radio nationale colonialiste à l'époque. Il y avait une émission où le professeur donnait les dictées. Et c'était sur toute l'étendue de la République. Et qui corrigeait? On faisait la dictée. Par exemple, aujourd'hui, samedi, le lundi, on poste. Tu mets dans l'enveloppe, il donnait son adresse, on postait ça, on corrigeait à l'Épauleville. Et les réponses venaient nous rejoindre à Tchikapa. La poste marchait? La poste, oh, formidable. C'est cet amour-là que j'ai porté en moi. Mon premier métier, j'ai commencé à la poste, parce que j'étais amoureux de ce travail qu'on faisait à la poste. Et puis, vous voyez, Patrice Ebeli Lumumba est issu de la poste. Alors, c'est le chemin d'honneur, je vous dis, les postiers, chapeau. Sauf que maintenant, il broie du noir, mais c'était un métier honorable. Donc, je dis, on corrigeait. Et je vous dis que j'étais parmi les meilleurs de ces dictées-là. Et j'ai enrichi avec mes livres qu'on m'a envoyés pour moi, pour les dictées. J'avais 9. Quand j'ai baissé, je suis arrivé à 7 sur 10. Mais à chaque correction, il y avait un colis à côté. Vous êtes meilleur. Alors les livres là, j'ai amené à mon professeur et on a décoré notre petite bibliothèque à la mission Saint-André à Tchikapa. Donc c'est la jeunesse que j'envie cette jeunesse-là. Et on a fait de bonnes études. Je vous dis, à l'école primaire, tous les livres que nous avions venaient d'ici. Si j'ai encore un ou deux de mathématiques et quoi ça, comment voulez-vous, on nous apprenait comment calculer les stars de bois pour faire fonctionner les trains. On nous apprenait comment faire le puits d'eau, hein, combien de briques on doit mettre. Donc on fait circulaire, on vous montre comment calculer le volume et tout ça. Et des briques à l'école primaire. À même école primaire, on nous apprenait même à friser les champs. Comment aller faire les champs, tout ça. Il y avait un cours d'agriculture. On avait presque tout ce qui nous a aidé à être des hommes convenables dans notre vie, ça vient de cette fondation-là, parce que c'est ça la base. Si la base est bonne, tout le reste, vous allez construire votre maison sans problème. Donc,
on garde de bons souvenirs. Nous avons vu les colonialistes, comment ils sont partis. Nous avons vu les jeunes compatriotes, bon, nos frères qui ont demandé l'indépendance, qui ont négocié l'indépendance. Nous les avions côtoyés. En 1960, nous avions connu les papas Kassavoubou. Je suis arrivé à Léopoldville vers les années 60, mais je n'avais pas envié l'Europe. C'était vraiment Kalina où nous avions grandi, mais quand je me vois ici en Europe, mais, je vois le Kalina de cette époque-là, c'était mini-Europe au milieu de Kinshasa. Poto Mouindo, comme on disait à Léopoldville, Poto Mouindo, mais c'était vraiment le poto. C'est comme si vous vantez le colonialisme. Ben, écoutez, dans le colonialisme, on peut y creuser beaucoup de choses, hein, de bons et de mauvais. Hein. Moi, je creuse du côté où vous m'avez demandé qu'est-ce que vous retenez de bon. De bon, ce n'est pas à l'école primaire où j'ai commencé à comprendre des choses politiques. Hein, on n'est pas politique. On nous battait matin, midi, soir. Pardon? On nous battait matin, midi, soir. Ouais, mais ça, on a connu les fouets. C'est le discours de Bakolo. Mais nous, à l'école primaire, on nous fouettait parfois. Hein. On nous tapait aussi, mais ce n'était pas les fouets comme Patrice l'a dit. Hein. Patrice, c'est leur époque. C'était, moi je vous ai dit, nous sommes de la série 4. Mais les Patrice pouvaient peut-être être de la série 2 ou de la série 3. Donc quand on parle de série, vous comprenez, ils sont nés en 1920 quelque chose. Là-bas, le colonialiste était encore, il n'y avait pas le système de machine ici. Hein. Puisque j'ai grandi dans une ville minière, à Fort-Minière, on nous faisait coucher à 21 heures. Vous devez éteindre. Il n'y avait pas de lumière dans les maisons, mais les lumières sur la rue étaient là. On allait étudier peut-être sur les lumières de la rue là. Mais dès que vous entrez à la maison, on sifflait. Les gens pour vous dire éteignez, on éteint. Donc il n'y avait que les voitures de blancs, eux peuvent aller circuler, aller au cinéma, faire. Et c'était un système. On s'était habitué avec ce système-là et on sentait. Hein, quand les grands frères lui disaient, c'est ça le colonialisme, on comprenait, ah tiens, on pouvait quand même rester jusqu'à minuit sans problème. Mais nous, on a compris que c'était, à l'époque où il n'y avait pas de machine pour travailler, c'est pour garder un peu l'énergie, de façon qu'il y avait les mineurs qui allaient dans des mines pour aller creuser les matières premières. Mais c'était la force physique. Alors il fallait bien nourrir les ouvriers. On avait vraiment des cantines où on buvait du lait, où on donnait les biscuits de soya à l'école, tout ça. C'était la force physique. Même à l'école, nous, on faisait aussi, sauf moi bien entendu, les enfants des instituteurs, nous étions soit des choralistes, soit des enfants de chœur, la plupart. Alors, nous étions exclus des travaux manuels. Mais les restes de nos compatriotes allaient faire les chants pour les prêtres. Les chants de coton, les chants de maïs, tout ce que vous voulez. Donc, mais ça passait dans un bonheur, dans les chansons, on ne sentait pas tellement qu'on était... Donc, ce sont des bons souvenirs que nous pouvons garder. Le discours que vous dites, ben, ce sont les politiques. Quand la politique s'y est mêlée, maintenant, ils devront maintenant nous dire que non, 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 ce qu'on vous fait là, vous êtes des esclaves, les esclaves heureux, tout ça. Voilà, en quelque sorte. Mais sinon... Autant vers la fin, ça sert de série avec vous, c'est moi, une bibliothèque. Ah oui. Vous arrivez aux affaires, qu'allez-vous maintenant apporter? Là, c'est le passé. Oui. Vous dites que c'était trop bien, tout marchait, roulait comme sur des roulettes. Non, non, ne confirme pas ça. Dans mon coin où j'étais, je dis bien que j'étais, mes parents nous ont fait grandir dans un brin triste là qu'on appelait Fort-Minière. Ce sont des multinationales que nous condamnons aujourd'hui, puisque ces multinationales étaient avec nous, même pendant la colonisation, puisque les Belges n'avaient pas de moyens pour exploiter les matières premières. Hein. La Fort-Minière, là, c'était l'Union minière du Haut-Katanga, comme on disait à l'époque. Vous comprenez, par Union minière du Haut-Katanga, c'était toutes les puissances, puisque le Congo, nos historiens le disent très bien, nous avions aussi étudié à notre époque, quand nous sommes devenus un gâteau, jusqu'à aujourd'hui, vous sentez, hein, le terme reste le gâteau colonial là, puisque le gâteau a été partagé à Berlin en 1885, ça continue d'être dépiécé jusqu'à aujourd'hui. Tous ces gens-là vous parlent du gâteau. Ah, il faut le gâteau. Vous comprenez comment
les tares du colonialisme, les tares de la table ronde de Berlin est toujours dans nous, l'élite congolaise. C'est dommage. Hein? Il parle de gâteau. Alors, nous, moi, je dis, pour ne pas vous dire que tout était en rose, mais nous, à la Fort-Lumière, bon, on n'a pas connu un peu cette misère-là, puisque on mangeait très bien. Oui, mais si vous arrivez aux affaires, qu'allez-vous apporter? C'est comment votre vision? Ça, c'est ce que vous avez vécu. Comment allez-vous maintenant le transposer pour la nouvelle génération, la génération actuelle? Il n'y a pas un miracle à faire, Pasteur Bobo, c'est le travail. Là où les gens se mettent à travailler, il y a un bonheur qui arrive. Si je parle de cette époque coloniale où tout le monde était au travail, il y avait, on donnait un salaire digne. Pas tellement digne, hein, puisque quand nous disons digne, le mot salaire, ce sont les Blancs qui sont venus avec ces histoires. Nous, on faisait le troc à l'époque de nos ancêtres. Bon, on échangeait, tu viens avec le maïs, celui-là te donne le manioc, tu viens avec la chèvre, on te donne, je ne sais pas, la femme ou de quoi, tout. C'était le troc. Mais le mot salaire est venu avec eux. Ils ont appliqué leur salaire sur les gens, mais ils ont mis les gens au travail. Mais ce travail-là, quand bien même que c'était pour le métropole, quand nous grandissons, nous comprenons, faites tout pour le métropole, rien pour ces gens-là. On comprend, mais il y avait de bonnes routes, il y avait de bonnes écoles où on pouvait envoyer nos enfants, il y avait les maternités, il y avait les... il y avait les maternités, il y avait, bon, les structures de base. Chacun se sentait quand même que l'État arrêtait les malfaiteurs, on les punissait, on les relaxait, et puis il y avait des formations. Et c'est ce que je dis, si nous, tout n'était pas mauvais dans le colonialisme ou dans le moboutisme. Hein, il y avait Salon, quand on est venu, Mobutu a mis le Salon, la ville était propre, partout, il y avait, nous avons vu comment Kinshasa commence à se dégrader, peut-être après, mais au début, tout était bien. Alors, c'est quoi le travail? Il n'y a pas un autre miracle à faire. Le jour où le Congolais a ce pays-là en main, il met la plupart de notre population, chacun gagne son pain par son travail fourni pour que l'État existe. Voilà le grand bonheur que nous souhaitons, peut-être la vision que nous avons pour notre pays. Donner du travail, créer du travail, puisqu'il ne faut pas toujours attendre que les investisseurs viennent du ciel ou viennent des autres horizons. Nous-mêmes, avec ce pays-là, qu'est-ce qui nous manque? De faire les routes, il y avait des cantonniers que nous avions vus, ce n'étaient pas des blancs, mais les cantonniers étaient dans chaque village. La route peut venir de telle place et arriver dans notre village, on le prend là-bas, ça continue d'autres villages, on a fait de bonnes choses. Mais la sécurité, puisque tout ça, ça demande qu'un pays sécurisé, un pays en paix, on peut tout faire avec un gouvernement purement des fils du pays qui ont la vision, qui ont l'amour patriotique de notre beau pays. Voilà. Donc, l'actuel gouvernement, c'est des mélanges, c'est pas des fils du pays. 100%. Pasteur Bobo, vous appelez ça gouvernement? Je dis bien que c'est la voyoucratie qui règne chez nous jusqu'à présent. Il n'y a rien qui ait changé. Nous sommes occupés. Combien on peut le crier sur les toits pour dire nous sommes occupés? Mais la nouvelle chanson est sortie. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi. Savez-vous ce qu'il y a de maintenant? Ça y est là sur le net. Quoi? Savez-vous ce qu'il y a de? Nous savons ce qu'il y a de. Il y a deux présidents, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Raïs qui règne au Congo. Ça y est là sur le net. On chante ça au Congo. Mais Raïs est là. Ces gens sont là, ils se revendiquent de Raïs. Et nous allons perdre notre religion. Nous sommes des résistants. Nous savons à quoi nous devons amener la lutte, même si elle est longue. Mais nous devons laisser le flambeau de la lutte dans les mains d'une jeunesse responsable. Si nous tombons en cours de cette lutte, Dieu nous fait grâce, nous devons changer le système dans notre pays. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas appeler qu'il y a un gouvernement chez nous. Quel gouvernement? Merci beaucoup. C'était Léon Montoutou. On vous laisse lancer un message. 2-3 minutes. On vous suit partout à travers le monde. Vous lancez un message
dans n'importe quelle langue, ça peut être à Kikongo, pourquoi pas, à Swahili, à Chiluba, en Lingala, pourquoi pas, c'est à vous, lancer un message aux Congolais, 2-3 minutes, on vous suit de partout. Ça a été un plaisir de vous écouter des choses qu'on n'a pas vécues nous. Nous, on est de la génération 6. Comme vous dites, vous, c'est la génération 4, nous, c'est 6. On n'a pas vécu ces choses-ci. Nous, 6, on n'a pas vécu. Les 7, non plus. Les 8 également. Les 9. Les 10, c'est encore grave. Merci. Au peuple congolais que nous aimons tant, malgré quelques déconsidérations, de dire que voilà, vous êtes à 8000 km, cette phrase-là, ça m'offusque, ça me blesse sincèrement. Ce n'est pas parce que nous sommes ici à l'extérieur qu'on doit nous confondre. Nous sommes venus ici, dans ce pays où nous vivons, il y a ceux qui sont reconnus comme réfugiés économiques, comme des humanitaires, mais nous qui vous parlons ici, nous avons un statut de réfugiés politiques, connus sur le plan extérieur. Nous sommes les apatrides, nous n'avons pas de patrie pour le moment, mais notre seule patrie, c'est la République dite démocratique du Congo, à démocratiser bien entendu. C'est vrai, nous cessons la répétition et la mère de science, comme on dit. Partout où je passe, je ne cesse de rappeler à nos compatriotes qui nous déconsidèrent que l'Afrique entière, du nord au sud, n'a été libérée que par les meilleurs de leurs enfants qui étaient dans la diaspora. De l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas, même dans la Bible que vous aimez bien lire. Jésus a été en exil, il était en Égypte. L'ange est venu dire à Marie, prends l'enfant, parce que Hérode veut tuer l'enfant. Fuis en Égypte. Mais c'était l'exil, mes frères. Et quand Jésus est revenu de cet exil-là, on l'appelait rabbi, on l'appelait maître, puisqu'il a eu de bonnes formations en Égypte. Je ferme la parenthèse pour vous dire, les déconsidérations nous blessent. Nous faisons tout. C'est vrai, tout le monde ne pouvait pas être, puisque nous entendons les autres dire, venez lutter ici au pays. Mais ceux qui sont rentrés pour le pays, tous venaient de la diaspora. Je peux vous citer autant les Mende, les Bouchiabou, les Chilombo, tout le monde était dans la diaspora. Luttent-ils pour votre bonheur? Ils luttent pour leur ventre. Donc je n'ai pas beaucoup à vous dire. Ce n'est pas en nous minimisant ou en nous prenant pour des gens qui sont contre ce que vous faites là-bas. Vous ne foutez rien, puisqu'il y a peuple et peuple. Tous les autres peuples, vous étiez là-bas, vous chantiez, vous allez voir, ce sera comme en Tunisie. Mais vous n'êtes pas arrivé comme le peuple de Tunisie, comme le peuple de Burkina Faso, comme le peuple d'Égypte, partout ailleurs. Mais même le monde, on va vous aider comment? Si vous ne voulez pas bouger. Vous êtes comme des pierres, vous êtes assis là-bas avec votre misère, vous souffrez. Puisque vous aimez la misère, ces gens-là se moquent de vous. Bakome Sanakaka, c'est une phrase clé qui ne sort pas de nous, de la diaspora, mais là-bas. Des gens qui étaient dans la diaspora avec nous, qui disaient qu'ils viennent lutter là-bas pour le bonheur de notre peuple. Et vous voyez, ce sont eux qui roulent carrosse. Et le peuple brouille du noir jusqu'aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas comparables. Et ne croyez pas que nous, si jamais Dieu nous aide et qu'on arrive à gérer ce pays-là, c'est pour continuer le système tel que vous le vivez là-bas. Que Dieu vous bénisse. De nos ancêtres, bien entendu, nous sommes avec vous dans vos misères, dans tout ce que vous voulez, mais nous nous posons maintenant des petites questions pour savoir quel peuple avons-nous? Quel peuple avons-nous? Cette misère-là ne suffit pas pour vous mettre debout et prendre vos destinées en main. Tshisekedi Wamulumbe est mort en vous laissant, apprenez à vous prendre. Est-ce que vous avez intériorisé ce message-là? Rien du tout. Vous êtes là, on vous amuse. Ah, on a trouvé le vice-gouverneur avec une femme dans la chambre. Mais ça, ce sont des distractions inutiles. Pensez aux choses sérieuses et Dieu bénira votre misère et nous irons de l'avant. Je vous aime tous. Nous sommes vraiment plus proches de vous, quelles que soient les divergences que nous constatons entre vous et nous ces derniers temps. Merci et bon dimanche à tous. C'était Monsieur ou Papa Léon Moutoutou sur MPB TV. Bonsoir, au revoir, à la prochaine. Merci, Pasteur Bobo.